tous ses frères, toutes ses sœurs, et dire que nous sommes réunis ici, heureusement en qualité et sûrement en non-quantité, parce que c'est des présidents d'associations, c'est des présidents et de plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas, frère? Amen. Il y a des présidents qu'on ne dévoile pas. Hein. Je voulais vous saluer. Je vous dis merci. Avant tout propos, nous sommes en assemblée politique. Je voudrais saluer les représentants de PPACI, saluer les représentants du FPI, saluer les représentants du RHDP, de GPS. C'est ça que doit être la Côte d'Ivoire. À notre convention du 22 mars passé, presque tous les partis politiques en activité, en action sur le terrain de Côte d'Ivoire étaient représentés. Ça a été dit. Parce qu'à des moments, il faut qu'on se comporte comme ça, qu'on se soutienne, et que l'extérieur sache qu'évidemment, on a des partis politiques. Nous avons des idéologies diverses, mais on reste quand même frères. On reste quand même sœurs. C'est ça l'unité de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À votre retour, je voudrais vous demander de saluer vos mandants et leur dire que nous sommes pour la paix. Nous sommes pour que la Côte d'Ivoire avance. Et que c'est ensemble, à des moments, que nous allons pouvoir construire notre pays. Je voudrais saluer la presse. J'ai demandé la liste pour que je sache quels sont ceux qui sont là. Quand on traverse ces moments-là, les premiers amis de maintenant seront les premiers amis de plus tard. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, je veux la liste. Parce qu'il y a des moments, je vais revenir ici. Ce serait sûrement des grandes salles. Mais il faut savoir faire la part des choses entre tes amis de début et tes amis de fin. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Je voudrais saluer le comité d'organisation. C'est des jeunes politiciens. Il faut les excuser s'il y a eu des impairs. Ce n'est pas facile. On était ici hier jusqu'à 3 h du matin. C'était très chaud. Et puis voilà qu'on a une petite salle. Et puis on a des frères et sœurs qui sont venus pour nous écouter. C'est déjà énorme. Permettez que je salue les associations de femmes aussi qui sont venues nous soutenir. Cœur blanc, femmes de Grigny. Et puis bon, et voilà. Puis à FIF. Merci d'être là. Saluer les artistes. On a dit que Dioros est parti. Ça va, merci de soutenir en tout moment et à tout instant. Et aussi saluer les hommes, surtout qui sont venus individuellement, pour venir nous soutenir, pourquoi pas. Parce que c'est ensemble que nous avançons. Maintenant, de toutes les manières, c'est à côté d'un homme, d'une grande femme. Il y a un homme, c'est le plus derrière. Non, c'est derrière. Chers compatriotes, frères et sœurs des partis politiques, chers militants de nos partis, nous sommes GPFR, on est 8 partis politiques, avec les autres partis, chacun ici est militant quelque part, et est ici pour écouter Mme Henriette Laroux. Chers amis de la presse,
Madame le DC, Monsieur le représentant, chers membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi que je vous salue encore une fois et vous remercie pour l'accueil chaleureux qui m'est réservé et surtout pour l'attention particulière que vous me portez. Je vais lire ce document. À des moments, ils écrivent et puis je ne lis pas. Et c'est souvent qu'on est un peu indiscipliné. Mais je vais être obligée de lire parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes un groupement de partis politiques. Et nous avons décidé d'aller concourir en octobre 2025 à la présidentielle. Ils m'ont donné un message. Sinon, nous avons un message. Tout à l'heure, nous allons échanger, on dirait en long et en large, sans sujet tabou, pour qu'on se comprenne, pour qu'on se parle, pour qu'on se connaisse, parce qu'il y a beaucoup, avec beaucoup, on ne se connaît pas. C'est souvent qu'on voit à la télé des déclarations. Il y en a aussi qui sont ici à longtemps, ils ne sont pas venus au pays. Il y a des réalités sûrement qu'on ne maîtrise plus. Et quand nous arrivons comme ça, on se parle pour pouvoir se comprendre. Je vais donc lire ça. Quand je finis de lire le message à votre attention, parce que nos amis journalistes attendent ça, elle est candidate. Ils sont candidats. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi sont-ils candidats? On va lire le document. Ça va vous servir, ça va vous orienter pour tout ce que vous allez dire. Chers compatriotes, je suis ici pour vous apporter les nouvelles de notre pays qui avance vers un renouvellement de sa présidence. Je suis devant vous aussi pour vous dire que je représente le groupement des partenaires politiques pour la paix en abrégé GPP. C'est un rassemblement au début de 4 partis politiques qui ont été rejoints par 4 autres partenaires politiques électoraux pour donner donc 8 partis qui ont en commun l'idéologie centriste. Plus qu'un rassemblement de circonstances, le GPP est un groupement idéologique et un partenariat de raison. Tous les partis qui y sont représentés se sont engagés depuis 2019, date de la création du groupement, à promouvoir la paix. Nous disions qu'il y a à gagner en faisant la paix qu'à se battre en faisant la guerre. Depuis sa création, je nourris le rêve de voir toute la grande famille des centristes ivoiriens se retrouver et se rassembler dans un vaste mouvement qui va désormais imposer une 3e voie à la Côte d'Ivoire. À la suite de la gauche, de la droite, chères sœurs, chers frères, nous proposons la 3e voie qui est le centrisme. Nous le définissons comme la voie de la modération, le camp de la sagesse et du bon sens, ainsi que le chemin rassurant de la compassion, de la raison et de l'amour du prochain. Fort de cette concordance d'esprit et de notre vision de paix, j'ai été désigné par le GPP lors d'une convention le 22 mars 2025 à l'Hôtel Ivoire, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. En participant à cette élection, il est question pour nous de défendre notre vision centriste du développement basée sur la concorde et la paix. Je suis devant vous pour vous informer officiellement que je suis candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.
Mieux, je viens vous confier cette candidature qui découle d'une grande ambition pour notre peuple, une belle aspiration pour la diaspora et d'un immense amour pour la Côte d'Ivoire qui est à la croisée des chemins. Chers compatriotes, après 15 années de pouvoir qui ont permis, il faut le dire, que notre pays soit calme aujourd'hui, mais avec une sérénité apparente qui ne saurait masquer les profondes fractures qui persistent, devons-nous changer ou continuer? Voici la problématique que pose l'élection d'octobre 2025. Nous observons tous que nous vivons dans un pays qui progresse et où tout semble fonctionner pour le mieux. Pourtant, derrière cette tranquillité, la paix véritable nous échappe encore. Les blessures du passé n'ont pas disparu. Certaines même sont rouvertes. Pour les autres, elles ont été enfuies sans être guéries. La méfiance persiste entre nos concitoyens. Les disparités régionales et politiques restent des sources de division et trop souvent l'unité nationale est mise à mal par des intérêts et trop souvent l'unité nationale est bloquée. Les Ivoiriens s'éloignent les uns des autres. Notre pays est désuni. Et cette absence de cohésion freine notre développement, affaiblit notre démocratie et empêche chaque citoyen de bénéficier pleinement des richesses et des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. On applaudit s'il vous plaît. L'élection présidentielle d'octobre 2025 est l'occasion de changer ce tableau sombre devant une embellie de façade. Nous avons l'opportunité de bâtir une véritable réconciliation qui va aboutir sur une réelle et profonde paix, une bonne justice et une fraternité vraie. Chers compatriotes, nous sommes candidats pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple, à qui nous proposons un projet présidentiel qui repose sur 4 piliers essentiels bâtis autour de 12 axes stratégiques. Pilier 1. Une paix durable et une réconciliation sincère. Il nous faut instaurer un dialogue franc et honnête entre toutes les composantes de la société ivoirienne. À cet effet, nous devons créer des institutions qui garantissent cette confiance et qui restaurent l'espoir d'une vraie cohésion nationale. Pilier 2. Une économie inclusive et équitable. La prospérité doit bénéficier à tous les Ivoiriens. Les jeunes doivent avoir des opportunités. Les femmes doivent bénéficier d'accompagnement et de soutien. Les travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, ont besoin qu'on leur offre soit récompensé. Il nous faut donc, pour ce faire, bâtir une économie fondée sur l'innovation, la production locale et le commerce équitable. Pilier 3, la Côte d'Ivoire des valeurs. Notre pays est réputé pour sa riche diversité culturelle et son attrait pour la tradition qui façonne les valeurs de sa société, dont l'hospitalité. Valeurs inscrites dans notre hymne national et qui s'expriment par la chaleur de notre accueil et de la générosité légendaire envers les étrangers. La solidarité qui traduit par la vie communautaire et l'entraide entre familles et voisins établis en normes sociales. Le respect des aînés, dont le fondement demeure la hiérarchie sociale et le respect des personnes âgées, des principes profondément ancrés dans nos mœurs. L'attachement aux traditions, qui se manifeste par l'observation des coutumes et des rites ancestraux qui restent importants dans la vie quotidienne. L'éducation et la transmission du savoir
qui se trouve devant la valorisation de l'apprentissage et la préservation des connaissances culturelles, la tolérance et la diversité. Avec plus de 60 ethnies, la coexistence pacifique et le respect des différences sont essentiels. Pilier 4. Une diaspora pleinement intégrée, ivoirienne de France et du monde. Vous constituez un formidable atout et puissant levier de développement. Il faut le savoir. Vos compétences variées et multiples, vos initiatives inspirantes et votre attachement à la mère patrie sont de précieux indicateurs de progrès de notre pays. Il est temps de vous impliquer pleinement dans le renouveau de la Côte d'Ivoire, avec des mécanismes qui encouragent l'investissement et facilitent votre contribution au projet national. Sur les 4 piliers reposent 12 axes stratégiques qui sont apaiser la vie politique en renforçant la démocratie. Il s'agit essentiellement de renforcer les pouvoirs des partis politiques qui existent et qui fonctionnent. Moderniser l'économie par l'assainissement du cadre macroéconomique. Nous allons développer une économie moderne par la mécanisation de l'agriculture, la diversification et la transformation des produits agricoles. Jusqu'à présent, on est encore à la tabac et à la machette. Il faut mécaniser l'agriculture. Nous comptons aussi développer le réseau ferroviaire en créant la voie ferrée de la côtière, la voie ferrée de l'Est et la voie ferrée de l'Ouest, pour compléter celles déjà qui existent au centre et au nord. Éradiquer la pauvreté par l'élaboration de programmes spéciaux en direction des jeunes, des femmes et de la diaspora. Notre projet envisage un système de formation adapté au marché du travail et à l'auto-emploi des femmes et des jeunes, ainsi qu'à l'instauration de mécanismes incitatifs en faveur de l'implication de la diaspora aux activités économiques, sociales et culturelles. Merci. Par la création de l'Office national de la diaspora. Parce qu'un ministère ne peut pas régler le problème de la diaspora. Il faut créer l'Office de la diaspora dirigé par la diaspora elle-même. Amen. Assurer un état de droit et des libertés publiques. Dans notre projet, nous allons par des réformes rendre la justice véritablement libre, autonome et indépendante. Garantir la sécurité des personnes et des biens. Nous proposons de repenser notre modèle de défense qui prend en compte l'évolution du monde et les menaces de tout genre. Entreprendre des réformes structurelles. À ce niveau, nous proposons l'amélioration du cadre macroéconomique à travers l'assainissement des finances publiques, la lutte acharnée contre la corruption et la réforme des grands secteurs de notre économie. Bravo. Bravo. 7e point. Ressouder le tissu social fragilisé. Assurer la cohésion sociale. Réaliser un aménagement et un développement du territoire national dans l'équité. Le projet que nous proposons envisage un développement pensé de villages aux grandes agglomérations avec la conception du schéma national d'aménagement et de développement du territoire que nous allons appeler SNADT pour aboutir à la communalisation totale. Chaque village qui a au moins 300 habitants doit être une commune. Comme ici. Approfondir la décentralisation afin de renforcer l'apprentissage de la démocratie au plan local et d'assurer une plus grande participation des populations au processus de développement. Le projet que nous proposons fait des collectivités décentralisées le cœur de notre modèle de développement, qui va se réaliser par la structuration de l'espace national et le développement de proximité. Assurer un social les plus hardis avec l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services sociaux de base, santé, éducation gratuite, protection sociale, électrification, eau potable.
nous nous sommes promenés en Côte d'Ivoire. On est partis dans tous les villages. Il y a longtemps, nous, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on a fini ici, nous, on est assis là-bas. Et on va de village en village. On connaît les besoins réels des populations. Les gens souffrent. Nous proposons la création de fonds de formation, d'éducation, de scolarisation et d'apprentissage, en abrégé FESA, qui va permettre la scolarisation gratuite de vraiment. C'est de ça qu'on a besoin. Pour rendre l'école réellement gratuite et obligatoire pour tous, avec l'introduction des langues nationales et étrangères dans le primaire. Un centre hospitalier universitaire CHU sera construit dans chacune des 10 régions que nous envisageons créer. Aujourd'hui, à 31 régions, c'est trop restreint. Il faut 10 grandes régions avec des départements de telle sorte à ce que les régions puissent coordonner et que les départements puissent être à l'œuvre. Aujourd'hui, les régions construisent les écoles, ce n'est pas normal. Il faut que ce soit les départements qui construisent les écoles. Les régions ne feront que coordonner. Nous envisageons une allocation chômage pour les travailleurs ayant perdu leurs emplois. L'électrification des villages. Aujourd'hui, nous avons 8000 villages en Côte d'Ivoire. Peut-être un peu plus. Ce n'est pas évident que plus de la moitié soit électrifiée. La fourniture d'eau potable sur l'étendue du territoire. En Côte d'Ivoire, c'est la seule ici seulement, il n'y a pas de concurrence. On paye l'eau. Il faut développer. Il faut que tous les villages aient de l'eau. L'eau, c'est la nappe phréatique. Ça est en bas, partout dans le monde. La promotion d'un habitat décent pour les plus démunis. Un programme. En Côte d'Ivoire, le SMIC tourne autour de 70-75 000. Et puis, le studio à Abidjan, à Cocody, un studio va te faire 100 000 francs CFA. À Yopougon, tu tournes entre 50 000 et 60 000 francs un studio. Quand tu as 70 000 francs, tu fais comment? Un programme santé pour tous, qui dans sa phase globale permettra de mettre en place un système d'assurance santé pour tous, AST, que nous avons déterminé, sur cadre supérieur de protection sociale. Ce n'est pas assurance maladie pour tous, ça ne règle pas le problème. Il faut assurance santé pour tous, en y incluant la prévention. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades avant de les soigner. Il faut faire de la prévention. Améliorer le cadre de vie actuel et gérer au mieux l'environnement afin de garantir un développement durable aux générations futures. Ici, le projet phare, c'est un citoyen, un toit. C'est un programme de construction d'habitat à loyer modéré que vous appelez ici HLM dans les grandes villes et la modélisation de l'habitat avec l'implication de la diaspora. Amen. Améliorer l'égalité basée sur le genre, avec l'implication de la femme et des couches vulnérables dans la vie économique et sociale. Je ne voulais pas prendre le micro, mais je dis qu'il faut que je parle parce que depuis la Côte d'Ivoire, les propos des mamans n'ont pas changé. C'est la paix, l'unité. Et 10 ans après, quand je la vois et qu'elle prône les mêmes mots, je dis que c'est elle qu'il nous faut pour que nous, la génération future, on puisse aussi laisser quelque chose à nos enfants. Parce que au moment où je suivais maman, j'étais encore syndiqué. J'étais au sein d'un syndicat qu'on appelait le CGEPSI, le collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, dont j'étais le coordinateur de toute la région des Lacs. Voilà.
Si aujourd'hui j'ai pu voir maman, je sais de quoi je vous parle. Pour vous qui ne la connaissez pas, si vous voulez travailler avec elle, travaillez. Yes. Le reste, vous allez voir. Merci. Merci beaucoup maman et merci beaucoup à tous. Ok, nous allons continuer la série des questions et nous allons passer le micro à M. Guébi qui veut poser une question au nom des étudiants, Madame la Présidente. Alors bonsoir Madame la Présidente, merci pour l'honneur que vous me faites. Alors je suis étudiant en développement durable, professeur chef des projets. Et là j'ai 3 questions, je ne sais pas si je peux poser les 3 questions. Une seule question. D'accord, donc je vais poser dans mon domaine. D'accord, les 3 questions. La première question c'est de savoir pourquoi avoir choisi le slogan « Le peuple d'abord ». Et la deuxième question, que comptez-vous faire pour protéger la nature et les forêts en Côte d'Ivoire? La troisième question, avez-vous un plan pour lutter contre la pollution, surtout dans les grandes villes comme Abidjan, parce que j'étais à Abidjan, la pollution plastique bat son plein. Donc, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup, merci mon fils. Je voudrais remercier Sila, le jeune Sila. Je les ai vus tout jeunes. Ils étaient très attachés à nos valeurs. Merci, je savais pas que j'allais le trouver ici. Merci, Dieu te bénisse. Le peuple d'abord. Je pense que ça devait vous enchanter. Parce qu'il y en a qui viennent et puis ils travaillent pour eux-mêmes. Mais il faut dire le slogan le peuple d'abord pour que ça résonne dans la tête de chacun. Que quand tu dois gouverner, c'est le peuple d'abord. Et que notre programme de gouvernement, notre projet de société tient en compte du peuple. Parce que si les gens ne sont pas satisfaits, vous savez, vous pouvez construire tout dans un pays. Et puis si le peuple n'est pas content, toi-même en tant que dirigeant, tu ne peux pas être heureux. Et tu n'es pas stable. Donc il y a un minimum, le peuple ne demande pas grand-chose. C'est pour cette raison que nous avons mis le peuple en avant. Parce que de toutes les manières, tu gouvernes, c'est pour le peuple. C'est ça. Gouverner pour le peuple et par le peuple. Tu es étudiant, c'est ça. Donc ce n'est rien d'autre que ça. Et puis vous avez parlé de forêt, c'est vrai. Notre pays, il y a la forêt, il y a le désert. Mais il faut dire que nous subissons aussi les changements climatiques. Donc pour parler de forêt, il faut d'abord penser changement climatique. Faire de sorte à bloquer l'avancement du désert, parce que ça avance. Et puis, ici, vous voyez qu'il y a des forêts fabriquées. Nous, on en a déjà naturelles. Il faut protéger ce qui est naturel et fortifier ce qui existe déjà. Donc, c'est ces projets-là, c'est ces programmes-là que nous avons. Il y a les reboisements à faire. Et puis, nous avons aussi l'avancée de changement climatique qui fait qu'il y a beaucoup de feux de brousse. Donc, c'est des phénomènes que nous avons là-bas. Évidemment, ils en ont ici, mais à cause de l'hiver, ce n'est pas très fort comme chez nous. Donc, évidemment, notre projet de société en tient compte. Dans les groupements que nous avons, le GPP, il y a 8 partis politiques. Là-dedans, il y a le parti des Verts, qui est dirigé par une jeune dame qui s'appelle Rose Colli. Donc, on en tient compte. Et puis, vous avez parlé de pollution. Évidemment, quand on va à Abidjan et dans nos pays, nous avons des usines à ciel ouvert.
qui produisent des pollutions énormes. Nous avons évidemment pas des possibilités, il n'y a pas encore des projets de désinfection, de dératisation, de dépollution. Ça, on se rend compte quand tu circules, tu sens que l'atmosphère même est polluée. Ici, c'est les grandes usines ici. Mais vous voyez comment c'est camouflé. Et donc, malgré ça, ils ont des grands systèmes de dépollution. On l'a pas. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Ça, c'est les constats que nous faisons. On est des pays en avancement. Il y a des choses qu'on n'a pas. Il faut avoir le courage de le dire parce que les gens pensent à lâcher des fusils. On va nous attaquer bientôt. Alors que la pollution tue plus que les fusils. Donc, nous, les femmes, on sait qu'il faut penser à ça. Voilà, c'est pas... En plus, je vais vous dire, quand je dis femme, je ne veux pas qu'on nous choisisse parce qu'on est femmes, parce qu'on en a la capacité. À tout point de vue, physique et intellectuel. Merci. On n'est pas solidaires, les groupes. Ok. Madame la Présidente, comme vous parlez des femmes, les femmes veulent poser une question. Là, il y a longtemps qu'on attend ça. oui, elles sont là. Elles vont poser une question. Awa de la fille. On applaudit très fort. Merci, Madame la Présidente. Merci, son bureau. Et moi, je rajoute Madame Lydie, présidente de la fille, qui m'a encouragée à venir ici. Et quand je suis arrivée ici, j'ai écouté votre discours. Ça me redonne l'envie de refaire de la politique. Je suis Sunfo, j'étais sage-femme mais à Korogo, puisque je connaissais qu'Abidjan. Quand j'étais devenue sage-femme, bref, je suis partie à Korogo, parce que je ne connaissais pas mon village Miofouin. Donc j'ai croisé une dame là-bas, Madame Kwasi, Kassi Joséphine, qui était gynécologue lors. On était PDCI. Et j'étais à fond. Et depuis, je suis venue en France. Je ne me retrouve pas en politique ivoirienne parce que je ne cherche pas à comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on est parti. Je suis du côté de Gong. Mon cousin, quand il est mort, elle sait. Quand je suis en deuil, je vais chez elle, je pleure. Et puis les histoires des ACD, je ne me retrouve pas. Tout le monde m'escroque. Je ne comprends rien. Encore, on vient me dire dans les ondits, quand tu es française, tu ne peux plus voter en Côte d'Ivoire. C'est fini, tu n'es plus ivoirienne. Donc moi, mon souci, c'est le souci peut-être de beaucoup de personnes. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Donc, ce soir, j'ai dit merci à Maman Ouattara. Parce que vous, quand je vous ai écouté, ça me donne l'envie de me rebattre pour mon pays. Mon pays, c'est la France. Mais je ne suis pas d'ici. Et je veux que mon seul enfant qui est né ici connaisse la Côte d'Ivoire, mais autrement. Parce que je l'ai ramené là-bas à 15 ans. On m'a tellement doublé sous ses yeux qu'il ne veut même plus entendre parler de la Côte d'Ivoire. Heureusement, il a regardé les matchs. Il a revu la Côte d'Ivoire à la télé. Il était fier. Quand je lui ai ramené un maillot, il était fier. Parce qu'il ne veut plus entendre parler. Tellement on m'a fait des choses. Et je suis perdue. Donc les ondits, les trucs, on peut voter, il faut laisser, il faut renoncer. Si tu n'as pas renoncé, tu vas en Côte d'Ivoire, tu n'es plus ivoirien, comment tu es président de la République? Voilà un premier point à retenir. Si tu veux aller faire, on ne te dit pas non, mais il faut laisser ce que tu avais avant. Voilà. Je schématise, tu es marié légalement à monsieur X, tu vas aller épouser monsieur Y. On dit qu'il faut divorcer avec monsieur X d'abord. Sinon, tu ne peux pas faire deux mariages. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu es ivoirien. Tu vis en France. Tu n'es pas de nationalité française. Tu as séjour.
ça veut dire que tu as toujours ta nationalité ivoirienne. Tu es sur la liste électorale. Tu veux être député, il n'y a pas de problème. Tu veux être maire, il n'y a pas de problème. Voilà la réalité. Et ça, c'est les textes. Si tout le monde ne veut pas respecter, on ne peut pas s'en sortir. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est la vérité que les gens acceptent difficilement. Mais elle est seule et elle est unique, la vérité. Elle n'est pas deux. Ça choque, ça blesse, mais elle n'est pas deux. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Parce que ça, c'était un point fondamental. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de faire la politique. Parce que moi, j'enseigne le genre. Et quand on enseigne le genre, les hommes, nos frères, pas hommes en mal, ils savent ce qu'il y a dans la politique qui est bon. Quand ils vont faire les réunions, ils savent ce qu'il y a de bon dedans, ils savent ce qu'il y a de mauvais dedans. Mais si toi, tu es femme, tu découvres ce qu'il y a de bon dedans, tu vas aller toujours faire, tu vas plus préparer pour eux. C'est ça, non? Donc voilà qui est la vérité. Donc, il faut s'engager à faire. Parce qu'après, c'est eux-mêmes qui vont en tirer les fruits. Parce que la femme qu'elle fait avec beaucoup de... Il ne faut pas vous décourager. Tu as posé une question femme, je réponds à une question femme. Il ne faut pas vous décourager, il faut foncer. Premier round, ils vont te décourager. Deuxième round, ils vont te décourager. Troisième round, ils vont te... Quatrième round, si tu es député, que tu es payé, tu as un salaire, ils voient que tu peux l'aider un peu, maintenant ils changent de comportement. Ils deviennent gentils avec toi. Donc il faut foncer, il faut persévérer, il faut oser, surtout oser. Donc, et oser le bien faire aussi. Ne pas tricher. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller rapidement. Simplice Animaux, Radio Fréquence Plurielle et plusieurs médias. On va aller rapidement. C'est la dernière question. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Merci. Bonjour madame, c'est Simplice Animaux, Radio Fréquence Plurielle, les ZDTV, plusieurs autres médias. Alors ma question, généralement c'est la deuxième ou peut-être troisième fois que j'assiste à vos conférences ici en diaspora, je crois à Gare du Nord et puis ici. Déjà je tiens à vous féliciter pour votre engagement, parce que c'est quand même un courage dans le contexte politique ivoirien de croire à la présidence de la République. Déjà la question c'est de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse en croire vos chances de devenir un jour président de la Côte d'Ivoire dans le contexte ivoirien, où tout semble verrouillé. Aussi, j'aimerais aussi savoir quelle relation vous entretenez avec le RHDP, et aussi savoir éventuellement les sources de financement de votre parti politique. Merci. Merci beaucoup. Croire en mes chances. Il y a des gens qui seront surpris en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai des chances de gagner. D'abord, je ne suis pas une jeune fille en train de me promener pour m'amuser. Et puis, de toutes les manières, j'ai fait mes classes. J'ai été déjà candidate au présidentiel. J'ai été déjà candidate au conseil régional. J'ai été déjà candidate à ma mairie. J'ai été déjà candidate aux députations. Donc, au fur et à mesure que tu fais une candidature, tu ne perds pas. Et tu gagnes l'expérience que les autres n'ont pas. Vous voyez les hommes qui sont grands. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Voilà. Les gens vont me dire, moi je travaille dans telle banque, je suis expert de telle banque, je suis enfant de qui, je suis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut connaître ton pays. C'est tout. Il faut connaître ton peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Mais tu sais, tu es en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Tu ne sais même pas où est Abimandou. Tu ne sais même pas où est Bériban. Tu ne sais même pas où est Soldat Boubou. Et puis toi, tu dis que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne connais même pas le peuple. Moi, j'ai des chances parce que je connais le peuple. C'est vrai. À des moments, les peuples sont dans l'euphorie. A dit, ils veulent voir tout ce qui brille. Bon, moi, quand je viens en France, je pose avec le président Macron. Est-ce que c'est ça que les Ivoiriens veulent? Est-ce que c'est ça qui va nourrir les Ivoiriens? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on atteindre un niveau de développement? C'est vrai, le relationnel, il est important.
Mais c'est pas... Alors, quand on voit des jeunes personnes qui osent et qui s'engagent, il faut croire à ça. Et je voudrais que la diaspora croit en les chances. Parce que, ici, là, ce nombre-là, est-ce que vous pensez que vous ne savez pas que vous représentez peut-être plus d'un tiers de la population électorale? Parce que ma soeur qui est là, je sais qu'elle soutient au moins tout un village. C'est ça la force de la diaspora. Vous-même, vous n'avez pas conscience. Donc, mon frère, moi je vois mes chances de gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis vous ne voyez pas ce qui se passe là maintenant. Les choses se brûlent là, vous ne voyez pas. Les choses s'entremêlent là, vous ne voyez pas. Est-ce que ça c'est... C'est devenu plusieurs. Ah, est-ce que ça c'est pas pour choisir une femme? Il faut savoir lire le temps. Nous sommes au rendez-vous du temps. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Nous ne sommes pas en train de chercher un rendez-vous avec l'histoire. Mes relations avec le RHDP sont les mêmes relations que j'ai avec le RPI. Je suis un peu embêtée parce que la salle est un peu brûlée. Il y a trop de... S'il vous plaît. Les mêmes relations que j'ai avec le RFDD, c'est les mêmes relations que j'ai avec le FPI, avec le PPAC, avec le parti de Simone Bago, avec le parti de COGEP. J'ai des relations parfaites avec tout le monde. Ça ne sert à rien d'être... Je vous dis que les gens veulent qu'on se cogne les têtes pour que la guerre vienne et puis vont aller exploiter notre pays. J'ai dit non. Donc on va dire, ça c'est une position très difficile. Hein? Parce que la position qui consiste à être en parlant avec tout le monde, c'est le plus facile. Tu te lèves bien sûr tout le monde. Mais quand tu es médian, tu parles avec celui-là. Mais quand tu parles avec lui, dis-lui la vérité. C'est ça. C'est ma position. Vous allez aller interroger tous les politiques d'Abidjan. Vous dites, moi je n'ai pas de problème, Madame Gabou. Mais Madame Gabou, si elle doit me dire la vérité, elle me dit. Moi je ne dis pas. Président ou chef de parti politique, opposition, tu m'appelles ce qui est bon pour moi, je te dis c'est bon, ce qui n'est pas bon, je dis ça, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir le courage d'assumer ses positions. Les sources de financement. Donc moi je vais vous dire comment moi je cherche mes financements. C'est trop facile. Mais où les hommes rentrent pour trouver leurs sources de financement, c'est là-bas que je range. Ah ouais. C'est ça. Elle a tout dit. C'est la dernière question. Oui, la toute dernière. Et comme je le disais, j'arrive, monsieur. Voilà, juste après, nous allons donner le micro à monsieur Eden BG. Voilà, on va aller rapidement, monsieur. Eden BG, Connexion Ivoirienne.net. Madame la Présidente, je voudrais juste une précision. Comme on est tenu par le temps, on va aller très vite. Est-ce que, quand vous étiez à la CEI, vous avez vous-même constaté des irrégularités? Ça, c'est la première question. Alors, la précision que je voudrais savoir, est-ce que vous n'êtes pas, votre candidature n'est pas une candidature faire valoir? Comme on le sait, il y a des gens qui arrivent comme KKB l'a fait, il embauche les 100 millions du contribuable et puis bon, il ne fait pas campagne. Alors, vous avez une très bonne idée en ce qui concerne les voies ferrées que vous voulez développer à l'est, à l'ouest. Est-ce que vous avez chiffré tout ça et est-ce que vous avez le financement qui va avec? Combien ça coûtera au contribuable? Et puis, toute dernière question, au nom de la transparence, qu'est-ce que vous pensez de l'employage clandestin, sachant que vous-même vous êtes propriétaire de mines et que vous employez certains jeunes de votre région? Merci. Madame la Présidente, s'il vous plaît, on va libérer la salle à 20h.
et on a commencé la cérémonie en retard. Il a besoin de précision, c'est tout à fait normal. Il faut laisser les gens poser des questions. J'ai payé le billet d'avion pour venir ici. Pour vos questions. Mon frère, tu es pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Ok, merci. Merci beaucoup, le frère de connexion ivoirienne. Si j'avais constaté des irrégularités au moment où j'étais à la CEI, mais à la CEI, on fait une révision de la liste électorale, on appelle RLU, où les gens viennent pour signaler des irrégularités. C'est-à-dire, quand madame est sur la liste, et puis elle ne doit pas être sur la liste, sa voisine a des preuves, elle vient déposer à la CEI. Vous dites, je viens signaler madame, parce qu'elle ne doit pas être sur la liste. S'il vous plaît, appel à la dédicace. Je viens signaler la dame parce qu'elle ne doit pas être sur la liste avec les preuves et nous, on en tient compte. J'avoue que quand c'est vérifié, quand c'est constaté, un comité central avec toutes ces irrégularités, on corrige la liste. Moi, je ne suis pas allée chercher, j'étais à la CEI moi-même. Donc, ce n'est pas à moi d'aller chercher les irrégularités. Nous, on est CEI, on est comité central, on attend que vous consultez la liste. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bien, c'est eux qui analysent la liste, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui... Et après, derrière, par rapport à ce qui est dit, quand nous on voit que c'est fondé, en ce moment on tranche. Est-ce qu'il faut le tenir? Candidature faire valoir, il y a beaucoup qui ont dit ça. Vous savez, cette année, il n'y a pas 100 millions. Voilà. Les 100 millions, c'était parce qu'on était en sortie de crise. En 2015. C'est pour ça qu'ils ont donné les 100 millions. Sinon, après, il n'y a pas eu de 100 millions. Mais 100 millions, écoutez, je vous dis, il y avait 22 000 bureaux de vote. Aujourd'hui, il y a 25 000 bureaux de vote. Si tu donnes 10 000 francs par bureau de vote, parce que tu as 2 scrutateurs, depuis la journée, le jeune homme ou la dame assise jusqu'au soir, tu lui donnes de l'argent pour sa collation. Quand tu donnes ne serait-ce que 5 000 francs, ça fait 100 et quelques millions. Quand tu donnes 10 000, ça fait 240 millions quand c'était 22. 100 000 francs, là, ça fait quoi? 100 millions. 100 millions, là, ça fait quoi? Ça n'a rien à voir avec les t-shirts que vous allez vous asseoir. Dites à madame, la bonne n'a qu'à voir les t-shirts. T-shirts, là, maintenant, ça fait 1500. Tu prévois 100 000 t-shirts, ça fait combien? Presque 1 milliard. C'est ça qui est la réalité. Comme les Ivoiriens, là, comme les gens ont décidé que nous, on a mis dans notre tête que nous, on est pauvres, alors que notre pays est riche. Quand on dit 100 millions, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. En matière électorale, c'est rien du tout. Donc, cette année, il n'y a pas 100 millions. Donc, ma candidature va servir de faire valoir comme KKB, ils ont écrit ça dans les journaux. Mais attention, KKB est allé en indépendant parce qu'il était en porte-à-faux avec son parti politique. Après, on lui a donné un ministère. On a estimé qu'on peut lui donner un ministère. Mais moi, je suis porté par 8 partis politiques. Pourquoi vous pouvez penser que c'est la même chose et que vous pouvez penser que ça peut faire valoir? Et puis les gens gesticulent. KKB, c'est un homme politique. Le monsieur qui est homme politique, dans sa carrière, il était président de JPDCI, il est devenu brusquement député. Il est élu. Donc, il est à l'Assemblée nationale. Après, voilà, il devient ministre par votre histoire de faire valoir. Aujourd'hui, il est ambassadeur. Prenez les hommes politiques que vous avez, voyez leur palmarès, qui a eu ces 3 postes à 20 ans de lui. Si jamais il sort là-bas, qu'il est président d'institution, il a bouclé sa vie politiquement. Les gens bavardent. Quand tu travailles là, il faut avancer. Est-ce qu'on a dit de reculer? Ma candidature n'est pas une candidature de faire valoir. Il faut écrire là, tous ceux qui veulent l'entendre. Moi, je veux qu'une femme gouverne la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tant que
que les femmes ne viennent pas mettre de l'eau dans le vin des hommes, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. C'est les mêmes choses, les mêmes dans chaque jour, les mêmes hommes. Madame la si on vous donne un savoir. Et en plus, c'est ça. Je sais que tu voulais que je sorte de mes tripes. Je sors de mes tripes. Il faut qu'une femme soit présidente de la Côte. Amen. Et ça. Amen. Et le financement des voies ferrées. Il y a une voie ferrée, il y en a au centre déjà. Et puis il y en a au nord. Vous avez parlé de orpaillage. Au temps du président Oufoué, on a fait les voies ferrées. On n'avait pas ouvert l'or. Ce qui est en dessous de notre terre, la richesse qui est en dessous de la Côte d'Ivoire, on n'exploitait pas encore. Le pétrole, on exploitait au millième près. Et avec le café cacao. Un pays qui a pétrole, qui a diamant, qui a l'or, qui a gaz, qui a tout, le sous-sol est riche, le sous-sol est riche. Je demande où entre le financement. Parce que vous voulez aller prendre crédit, moi je ne prends pas dette. Je prends dette, où on paye 3 fois. Non. Où on prend dette, on doit payer 3 fois le capital. Non. Non et non. On a de l'argent à faire ça. Et en plus, on a de l'argent à faire autre chose. Mais il faut qu'on prenne les bonnes entreprises pour faire. Il ne faut pas qu'on facture à 3 fois, 15 fois le prix. Quand ça coûte 100 millions, on fait 100 millions de débats, 200 millions de débats, 300 millions. Il faut prendre des pots de main. Orpaillage clandestin. Moi, je suis ministre ancien. Je suis à la retraite. J'ai fait mes dossiers. J'ai D'ailleurs, j'ai fait exprès pour faire ça. Là, des gens qui ont dit de ne pas mettre mon nom, j'ai dit quoi? Déjà, il va aller. Quand tu es ancien ministre, donc tu ne dois plus rien faire dans ta vie. Donc, moi, j'ai fait. Et puis, j'ai eu l'autorisation d'exploitation d'or. Parce que les gens étaient descendus du nord, parce qu'ils ont l'habitude de faire là-bas. Quand je dis le nord, c'est-à-dire les pays voisins, Mali, Burkina et tout ça. Eux, c'était ouvert depuis longtemps, l'or là-bas. Donc, ils sont venus nombreux pour exploiter, mais de façon clandestine. Mais moi, j'ai fait mon autorisation d'exploitation. J'ai fait mon autorisation d'achat et vente pour être dans un secteur et puis participer à la régulation de ce secteur. Amen. Et donc, quand on dit l'or, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Mais le bénéfice, c'est lisse. Mais moi, chez moi, j'ai créé 7 coopératives pour le moment, mais je vais aller en plus. Parce que les jeunes gens qui sont là sont clandestins parce qu'ils ne sont pas encadrés. Et puis les gens viennent, ils exploitent leur terre sous leurs yeux, ils les prennent en clandestin. J'ai dit non, constituez-vous en coopérative, vous-même vous avez exploité vous-même votre propre terre. Vous allez attendre que les personnes étrangères viennent exploiter. Et puis vous savez comment exploiter parce que vous allez en laisser pour faire de l'agriculture pour manger. Parce que les autres ils viennent, ils gardent la terre. Parce que cette histoire a commencé dans le centre. À Bokanda, Demoko, Laoko, c'est chez moi. Donc moi j'ai pris pour corriger. Et au fur et à mesure, ça commence à se corriger parce que ces grands dealers là qui étaient dans les régions pour faire leur paillage, et il y a beaucoup qui sont maintenant partis, ils sont en fuite parce que c'est corrigé. Il y a eu la brigade des mines aussi, la brigade qui a travaillé, il faut reconnaître, à faire de la répression. Donc je suis dans le secteur, je demeure dans le secteur parce que je me dis que en tant qu'Ivoirien, chacun devrait pouvoir être dans un secteur. Si tu dis que tu veux élever des cabris, il faut aller élever des cabris. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Si tu dis, moi, là, je vais être exploitant forestier, il faut aller être exploitant. Il ne faut pas qu'on laisse les autres faire, venir faire, s'il vous plaît. Ne restez pas ici pour vieillir, hein. Il y a beaucoup de choses là-bas, venez. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. On va continuer, on a encore 2 associations. Monsieur Seyi Clément, président de Désir de paix et avenir en Côte d'Ivoire. Le plaisir est pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis Clément Seyi, je suis président de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, une ONG qui milite pour la paix et la cohésion. Nous militons pour les 3 types de culture, la culture électorale, la culture patriotique et la culture citoyenne,
électorale. Donc, mais cependant, il n'y a que la culture électorale que nous explorons actuellement parce que c'est dans ce domaine-là que les Ivoiriens perdent beaucoup la vie. Je ne vais pas vraiment m'étaler dessus. Je voulais juste vous faire remarquer votre écriteau. Pourquoi pas une femme maintenant? Oui, madame, pourquoi pas une femme? Parce que en Côte d'Ivoire, on se rappelle très bien que c'est les femmes qui ont marché sur Grand Bassam pour pouvoir libérer les hommes. On se rappelle aussi de Blapoku. À Blapoku. On se rappelle d'Ablapoku pour libérer le peuple Akan. À travers le monde, les exemples sont légion. On se rappelle aussi des États-Unis où Rosa Parker a libéré aussi, a travaillé pour la ségrégation. On se rappelle aussi de l'Allemagne où Angela Merkel a fait son passage au gouvernement. Et pour finir, je peux dire Margaret Thatcher, la dame de fer de l'Angleterre. Donc, les femmes ont vraiment leur place. Et je suis d'accord avec vous. Et je vous soutiens effectivement pour ça. C'est nouveau, c'est innovant. Nous, encore, au niveau des DPA, nous estimons qu'il faut une nouvelle personne à la tête de ce pays pour que nous retrouvions la paix et la cohésion. Et ça, vous incarnez vraiment cette nouvelle personne-là, parce qu'on peut aujourd'hui fouiller dans tout ce que nous avons traversé comme problème dans ce pays, on n'entend pas le nom de Henriette Lagou. Et donc, vous êtes comme une nouvelle personne qui n'est pas imprégnée de tout ce que, qui n'est pas concernée par tout ce que nous avons vécu comme problème. Donc vous pouvez appeler les Ivoiriens pour les réconcilier. Et c'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont ici de faire passer le message. Effectivement, faisons cette révolution-là. Faisons cette révolution-là pour pouvoir porter une femme au pouvoir. Ça sera une vraie révolution. Parce que la femme, regardez, le premier titre de son programme, c'est la paix. Quand vous avez cité tous les 4 piliers, le premier point que vous avez souligné, c'est la paix. Ça, c'est le cœur d'une femme qui parle. C'est le cœur d'une femme qui parle. Sur ce, je vous dis merci. Avec l'AJRMP, M. Yul Bamba, on applaudit très fort pour lui. Merci. Bonsoir, madame et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yul Bamba, le secrétaire général de l'AJRP. Je tenais aujourd'hui à prendre ce micro juste pour faire une déclaration et non poser une question. Donc aujourd'hui, l'AJRP est représenté aujourd'hui par quelques membres. Sinon, nous sommes plus d'une quarantaine de personnes. Et je voulais juste demander à ces membres de l'AJRP qui sont là aujourd'hui de s'élever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez-vous. Madame va vous voir. Ok. S'il vous plaît, Madame la Présidente, vous voyez toutes ces femmes et messieurs qui sont debout. Ils font part de l'association, l'AJRP, Association des jeunes ressortissants des membres à Paris. Aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui ont été mobilisées, encouragées par votre président, M. Diomandé Vaté Ewasi. C'est vraiment nécessaire de le dire, parce qu'ici en France, surtout à Paris, il n'est pas facile de mobiliser les gens, surtout pour la politique. Il a fait un effort. Il faut reconnaître l'effort des gens pendant qu'ils sont vivants. Récompenser les gens pendant qu'ils sont vivants. C'est très important. Et aujourd'hui, ça nous a permis de connaître votre plan de développement, votre plan de gouvernance. Et vraiment, ça nous a plu. On était convaincus. Donc aujourd'hui, l'association de l'AJRP m'a chargé de vous dire qu'ils sont prêts à vous suivre dans votre combat jusqu'au bout. C'est ce que je vais dire.
Merci beaucoup. C'est la même chose. Alors, moi je me dis, tant que ce qui est fait est durable, c'est profitable pour le pays. Et puis après, je pose la question. Ceux qui parlent de bon, on a trop endetté la Côte d'Ivoire. Je ne veux défendre personne. De vous à moi, est-ce qu'on a déjà mis un pays en prison parce que le pays est endetté? Jamais. Nous, notre projet, c'est de nous endetter moins. Parce que ça va permettre aux populations, au peuple, de profiter des ressources du pays et d'être à un niveau social. Aujourd'hui, on a une basse classe pauvre. On a l'élite. Il faut changer. La basse classe pauvre, il faut la mettre à un niveau moyen. De telle sorte que la pauvreté ne soit pas perçue automatiquement quand on rentre dans le pays. Il faut permettre aux Ivoiriens d'avoir un niveau moyen de vie, mais pas un niveau très pauvre de vie. Vous savez, il y a des gens qui ne mangent pas 2 fois par jour. C'est un minimum. Donc, c'est vrai que le pays est en vie. Comme les enfants le disent à Abidjan, ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qui est dit est dit. Et comment nous allons rembourser? Ça, c'est des mécanismes. C'est des renégociations. C'est très important. C'est pour cette raison qu'il faut gérer avec lucidité. Parce que tant que tu gères, que les Ivoiriens ne sont pas unis et que tu essuies des braises, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc c'est pour cette raison qu'il faut sortir des possibilités de crise pour gérer. Vous voyez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où tous les présidents qui se sont succédés là, il n'y a jamais eu de passation de charge normale. Quand le président Bédié venait au pouvoir, le président Oufou est mort depuis la France. Et on l'a envoyé. Les deux ne se sont même pas vus pour parler. Quand le président Bédié fuyait pour partir, Déhi venait pour prendre le pouvoir. C'est militaire de ne pas se parler. Quand le président Gbagbo, quand Déhi même là, il y a élection et puis lui il est mort sur le champ là. Donc ce qu'il a fait là, lui et Gbagbo ne se sont même pas vus pour parler, puis il est mort. Gbagbo lui-même s'est retrouvé à La Haye, il n'a même pas échangé avec le président Ouattara. Voilà un pays, on a l'impression que c'est paisible, mais ce n'est pas paisible. Il n'y a jamais eu de passation de charge normale, comme on a vu au Ghana tout dernièrement quand il y a eu les élections. On a qu'à en arriver là d'abord. Tant que le pays couvre tout ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc la dette, elle est prise. Ce n'est pas parce qu'on ne faut prendre pas des dettes. Hein. Tout ce qu'on faut à construire là, vous pensez que c'est sur quoi? Vous êtes entrepreneur, vous êtes homme d'affaires. On ne prête qu'aux riches. Si on sent que tu n'as rien pour rembourser, on va te donner? Jamais. C'est parce qu'on sait qu'on a après maintenant. Quand on vous donne, il faut étudier à bon escient. C'est ça le problème. Quand tu dis j'ai besoin de 200 milliards de travail, on te donne 200 milliards, il faut travailler 200 milliards. Mais quand tu dois facturer 200 milliards, que tu factures 300 milliards et puis il y a 100 milliards dans ta poche, il y a un problème. C'est ça la corruption. Donc, dans notre projet de société, là, on est conscient que la dette doit être remboursée. Mais en même temps, ça va être revu, les modalités peuvent être revues. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un pays en prison, seulement on peut faire des possibilités de renégociation des dettes. Pour qu'un minimum puisse servir au social. Et puis ensuite, vous avez dit, qu'est-ce qu'on fait pour les entrepreneurs qui retournent? Que ce soit les entrepreneurs, que ce soit des gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui veulent retourner. C'est pour ça qu'on a parlé d'office de la diaspora. Parce que même quand vous êtes ici, vous avez la protection santé. Vous avez, comment vous appelez ça déjà? Vous avez sécurité sociale. Voilà. Vous avez sécurité sociale. Ça vous protège ici. Mais quand vous rentrez, c'est tout ça qui fait que les gens ont la hâte de rentrer. Parce que quand tu
te rendre là, tu vas te soigner où? Or, ici, au moins, à la part, tu vas aux urgences, là, on te soigne. Donc, l'office de la diaspora devrait prendre en compte tout ça. Quand les entrepreneurs veulent retourner, quels sont les points de chute, quelles sont les possibilités? Parce que ici, vous venez pour apprendre. Vous êtes entrepreneur ici, vous avez de l'expertise que les gens n'ont pas là-bas. Au lieu de venir prendre une entreprise française ici, alors que vous avez travaillé, vous avez fait une entreprise, c'est vous-même qui êtes à la manœuvre, parce que le français est assis chez lui, c'est vous qui travaillez pour lui. Mais quand vous transférez ça chez nous, ça s'appelle le transfert de la technologie. De toutes les manières. Ils ne vont pas aller nous donner, c'est nous qui on doit prendre. Voilà. L'industrialisation. Vous pensez qu'il faut vouloir que nous on soit industrialisés? Il faut que nous-mêmes on vienne prendre et qu'on aille poser chez nous et qu'on industrialise même nous-mêmes notre pays. Quelqu'un ne viendra pas le faire. Et puis quelqu'un, ils n'ont même pas intérêt que ce soit ici. Parce que sinon, on n'aura plus besoin de nous. Donc, dans l'office de la diaspora, il y a plusieurs pans. Et on tiendra compte des pans pour que les gens, quand ils veulent rentrer, ça puisse se faire aisément. Et qu'ils n'aient même plus envie de revenir, sauf venir faire un tour, peut-être pour se rafraîchir au moment d'hiver. Je vous remercie. Donc, nous voudrons saluer tout le monde et dire merci pour votre attention. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venus nous écouter. Nous pensons que tous ceux qui sont dans la salle rendront fidèlement à leurs associations, à leurs groupements, ce que nous nous sommes dit ici. Parce qu'en Afrique, il y a trop de choses qui se disent mais qui n'ont pas de fondement. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre à nos enfants que tout ce qui est sur TikTok ou réseaux sociaux, c'est ça qui est vrai. Alors qu'il faut aller au contact. Il faut chercher à savoir. Donc je voulais vous dire merci, vous êtes venus. Il y en a que je reconnais, il y en a que je ne connais pas. Mais sachez que je suis engagée. Désormais, il y a une autre voie que vous avez à explorer en Côte d'Ivoire, qui est la voie du centrisme avec Henriette Lavoie. Le changement est possible. Et ce changement-là, c'est maintenant avec une femme. Je voulais saluer nos amis de la presse. Vous êtes restés jusqu'à la fin. On voit ça rarement à Abidjan. Ils viennent dans deux mouvements, ils prennent les images et puis ils sont partis. Je pense qu'il y a de la bonne discipline ici. Et il faut transmettre à ceux qui sont chez nous là, pour qu'ils fassent la même chose. Je voulais vous dire merci. Et merci du soutien. Parce que sans votre soutien, on ne peut rien faire. La communication est un point très important de nos activités politiques. Je voudrais savoir compter sur vous pour que le relais auprès de nos populations, que ce soit ici en France ou à Abidjan, se passe bien. Et aussi, il faut retenir avec les autres confrères que je ne tombe pas dans les invectives. Je ne taxerai personne de quoi que ce soit. Je ne critiquerai personne. Je ne suis pas dans la belligérance, seulement je suis dans la sagesse et dans la non-violence. Je voudrais vous dire merci. Tous ceux qui ont posé les questions, les dames qui ont fait le déplacement, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On applaudit très fort, on applaudit très fort. Merci, on se lève pour applaudir Madame la Présidente, Madame Ojalo na lo fingbe, jalo sa lo fingbe.
melenge nalo wedi melenge salo seni kunizo nebe bola kunizo nebe bola kunizo analunga dombe inalunga analunga dombe inalunga analunga dombe inalunga Wailala nilema, wailala nilema, wailala nilema.